Deogracias Moussaïdi est le président du parti Pacte pour la défense du peuple Imandi. Ancien membre du FPR, mouvement politique du président Paul Kagame, il a été le premier à publier en collaboration avec le journaliste d'investigation Charles Onana un livre de 187 pages aux éditions Minci en 2001 intitulé « Les secrets du génocide rwandais, enquête sur les mystères d'un président ». Le 4 mars, Deo Moussaïdi est arrêté à la frontière burundaise et est transféré par la police burundaise à Bujumbura. Le lendemain, il est extradé au Rwanda, malgré l'absence d'un mandat d'arrêt international ou même d'une quelconque procédure judiciaire à son encontre. Le 17 septembre 2010, la Haute Cour de justice rwandaise le condamne à la prison à perpétuité après l'avoir reconnu coupable notamment de recrutement d'une rébellion contre le régime du président Paul Kagame. J'ai ici avec moi Gérard Kalangwa Semoshi. Quelle est la situation de Moussaïdi actuellement? Merci tout d'abord de m'avoir invité pour parler de la situation de Deo Moussaïdi, qui est le président, comme vous l'avez bien souligné, du parti Pacte pour la défense du peuple Manzi, et qui est détenu au Rwanda, comme vous le savez. Et il a interjeté l'appel du jugement rendu, lequel jugement recondamné à une perpétuité. Et depuis l'année passée, un temps s'est passé avant qu'on puisse fixer la date de l'audition. La date a été finalement fixée au 10 octobre 2011, mais malheureusement, l'audience n'a pas eu lieu, soit en disant que le représentant du ministère public était malade. Chose étonnante. Mais autre chose, c'est que le prévenu lui-même, c'est-à-dire Deo Moussaïdi, n'a pas été présenté devant le juge de la Cour suprême. Et jusque-là, on n'a pas eu des explications pourquoi il n'a pas été amené pour que lui-même puisse entendre le report de son jugement. Et aujourd'hui, il attend, on a fixé une autre date, qui est la date du 9 janvier 2012. Et la situation est telle qu'elle est, on attend, mais il n'est pas seul, comme vous le savez. Même Bernard Ntaganda, qui est le président du PS Imberakuri, qui devait aussi passer devant le juge, son procès a été aussi reporté. C'est un jeu de ping-pong qui s'est fait au Rwanda. Et quel est le sentiment que vous avez par rapport au déroulement du procès? C'est un sentiment d'indignation, de colère, parce que, comme nous l'avons toujours dit, au Rwanda, il n'y a pas de justice. Il n'y a qu'un seul maître qui décide des sorts de tout le monde. Eu égard même au fait qu'ils lui sont reprochés, il n'est pas compréhensif. Sur 7 chefs d'accusation, dont parmi lesquels des accusations très graves, on a pu laver 4 accusations et il n'en restait que 3, qu'on peut dire le moindre. Ils ne sont même pas fondés. Parmi les 7, il n'y a qu'une que lui-même reconnaît, c'est l'utilisation d'un passeport qui n'est même pas rwandais, qui est burundais. Mais sinon les autres, ce ne sont que des accusations qui sont liées à ses opinions politiques. Et comme vous le savez, au Rwanda, ne pas être dans la ligne droite du pouvoir, vous devenez un ennemi. Ce n'est pas son cas, je le répète, c'est le cas du procès de victoire de leur ami Bernard Ntaganda. Et à quoi vous attendez-vous comme verdict? Nous attendons que le gouvernement en place puisse revoir sa position, parce qu'il ne va pas éternellement enfermer des innocents pour la simple raison de ne pas pouvoir penser comme le régime en place. Ils sont de l'opposition existe pour montrer ce qui ne va pas dans le pays. Il n'est pas là pour applaudir ce que fait le gouvernement. Il est grand temps que les autorités en place, le FPR, le parti au pouvoir, puissent, je dirais, regarder en face la réalité. Parce que les Rwandais, même si aujourd'hui ils sont calmes, ils ne vont pas supporter éternellement l'injustice. Et qu'attendez-vous alors de la diaspora rwandaise, des citoyens rwandais? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour dénoncer par exemple le fait qu'il y ait un procès injuste que vous appelez injuste contre Deo Moussaïdi?
Nous attendons non seulement de la diaspora, mais de toute la communauté rwandaise, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, de pouvoir se mobiliser et rejeter l'injustice qu'ils subissent. On ne peut pas éternellement être sous les gens d'un pouvoir qui ne se soucie que de son avenir au lieu de se soucier du peuple. Et là, il incombe à tout un chacun de pouvoir prendre à conscience cette injustice. Aujourd'hui, c'est les trois qui sont, je dirais, qui viennent de l'étranger, parce qu'il y en a tant d'autres qui croupissent dans les prisons mouroirs du Rwanda depuis des années. Et on ne peut pas rester les bras croisés vis-à-vis de cette situation. Il faut qu'on puisse s'élever. Les exemples ne manquent pas. Ailleurs au monde, le peuple a pris leur destin en main et ils ont fait changer le cours d'histoire. Je pense qu'il est grand temps que les Rwandais aussi puissent prendre leur destin en main. Parce que le pouvoir en place nous a prouvé, à moins que nous n'ayons pas des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre, qu'il ne soucie en rien de l'avenir de notre pays et en particulier l'avenir de ses citoyens. Je pense que la conclusion qu'on peut tirer est que nous devons, nous Rwandais, de l'intérieur et de l'extérieur, faire en sorte que ce pouvoir puisse céder la place à un pouvoir juste qui pourra donner la paix aux Rwandais. Et la communauté internationale qui semble largement soutenir le président Paul Kagame, qu'est-ce qu'elle peut faire? La communauté internationale a un rôle à jouer, mais d'abord, il faut partir du fait que nous, les Rwandais, nous puissions nous mobiliser. Et en fonction de cela, la communauté internationale verra qu'il n'y a pas d'alternative. La communauté internationale, c'est une tierce partie au problème. Mais les premiers concernés, ce sont les Rwandais. Comme je l'ai dit, les exemples qu'on a eu récemment en Afrique du Nord, c'est le peuple qui s'est levé et la communauté internationale est venue appuyer la révolution, si on peut l'appeler ainsi, qui était en marche. Et ça, c'est un point. De deux, la communauté internationale, ce qui le concerne, pour les cas spécifiques du Rwanda, il a un rôle très important à jouer parce que même dans l'histoire du Rwanda, dans tout ce qui est arrivé, il a une grande responsabilité. Les Rwandais ne sont pas là pour remémorer l'histoire de ce qui s'est passé ou demander des comptes, mais cette fois-ci, nous demandons à la communauté nationale de ne pas regarder ce qui se passe, au contraire d'appuyer toutes ces initiatives qui se font à gauche, à droite, et des Rwandais qui veulent que les choses changent, mais changent pacifiquement. Sinon, le temps viendra où on risque d'aller au-delà de l'attentisme et peut-être retourner dans des cercles de violence. Comme on l'a toujours dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le tournant dans lequel se trouve le Rwanda aujourd'hui, il y a des signaux qui montrent que la situation qui prévalait avant 90 et un peu après est la même qu'aujourd'hui. Donc pour vous, il pourrait y avoir un deuxième génocide ou une guerre civile ou... Il n'est pas question de qualifier, je ne saurais pas qualifier ce qui se passera, mais est-il qu'avec l'amertume que les gens ont, le cœur meurtri, avec une réconciliation qui tarde à venir, des plaies qui n'ont jamais été pensées, et je doute fort que ça puisse se terminer ainsi. C'est là où je dis, j'ai craint qu'on puisse retomber dans des violences. Et qu'on appellera génocide ou pas, attendons voir. Mais moi, en tant que Rwandais, mon souci est qu'on ne puisse pas y arriver. Il est grand temps qu'on puisse prendre des mesures qui s'imposent afin que la paix règne dans cette région. Et il n'est pas question aussi de rester focalisé sur le Rwanda aussi. Parce que nous savons que la région des Grands Lacs, l'épicentre du feu qui a brûlé toute la région est au Rwanda. Dire que si demain la situation au Rwanda dégénère, c'est encore la région qui va s'embrasser. Vous avez parlé des révolutions qui ont eu lieu en Afrique du Nord. Est-ce que vous pensez que dans l'état actuel des choses au Rwanda, une telle révolution est possible au Rwanda? Bon, je pense que personne ne pouvait prédire ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Un peuple, quand il est opprimé, quand il n'a plus d'autres moyens, il peut se soulever à tout moment. Je pense qu'aussi les Rwandais ne sont pas en marge des autres peuples. C'est un peuple qui, depuis bientôt plus de 16 ans, subit
des injustices inqualifiables. Et du jour au lendemain, les gens quittent le pays, on dirait une maison en feu. Et toutes ces injustices réunies font que demain, un Rwandais qui n'a plus rien à perdre puisse aller dans la rue. Et je pense que c'est la situation qui a dégénéré en Afrique du Nord, qui a amené la population à aller dans la rue. Et c'est la même situation qui prévaut aujourd'hui au Rwanda. Pourtant, le régime du président Paul Kagame dit que les Rwandais qui sont actuellement au Rwanda ont une situation assez confortable, j'ai envie de dire, et que donc, de ce fait, même ceux qui sont en exil devraient retourner au pays pour contribuer à la reconstruction du pays, parce que le pays a beaucoup de mérite maintenant en ce qui s'agit de l'économie. Donc, selon vous, est-ce qu'il pourrait y avoir alors cette révolution, étant donné que les gens se sentent bien selon ce qu'on nous dit? Moi, je ne fais pas la même lecture des événements ni de la situation au Rwanda. Je ne sais pas en quel domaine. On parle de l'économie surtout, c'est ce que le gouvernement rwandais présente, mais il faut aussi aller plus en détail et voir cette économie. Moi, j'ai toujours dit que c'est une économie qui n'a pas de base solide, eu égard aux ressources que possède le Rwanda. Il faut aller chercher maintenant où sont venus ces capitaux et vous trouverez la réponse. Pour dire que tous les Rwandais se portent bien, qu'il n'y a pas la famine, je pense qu'au moment où ils disent ça, de l'autre côté, il y a des enfants qui meurent de faim, de kwashiorkor. Il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. On a fait récemment un étudiant qui n'a pas eu d'autre choix que d'aller chercher un logis dans un arbre. Je ne sais pas, dans un pays où tout le monde va bien, que ça c'est une situation. Le régime a un discours que je dirais qu'il présente aux yeux de bailleurs de fonds. Comme vous le savez, le Rwanda vit des aides extérieures. Et comme il a eu, je peux dire, depuis le début de la prise du pouvoir, il a eu la clémence de la communauté internationale et il continue à en abuser. Mais je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale commence à voir que même ces soi-disant économies, qu'elle n'est pas, c'est un abo comme on le dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de base solide. Concernant les Rwandais sont d'habitude un peuple paisible. Ils se taisent malgré la souffrance, ça fait partie de leur culture. Mais un jour, quand ils se lèvent, on ne sait pas quelle est la réaction. Sinon, la réalité sur le terrain est tout autre. Il n'y a qu'un poignet de gens, un clic de gens au pouvoir qui s'attribuent toute la richesse du pays, mais à côté, il y a la misère. En prenant par exemple la ville qu'on a toujours montrée comme une ville semblable aux villes européennes, c'est-à-dire Kigali, la capitale, à côté des immeubles flambant neufs, il y a la misère. Il y a des gens qui ne savent même pas manger 2 fois par jour, voire même 1 fois. Je ne sais pas si ça, le développement, si c'est ça, la paix que le Rwanda vante partout. En conclusion, nous, en tant que l'opposition, nous avons toujours prouvé de A à Z que le régime en place ne fait que berner la communauté internationale. La population à l'intérieur n'a pas de moyens de s'exprimer. Celui qui ose lever le doigt, soit il est tué, soit il est taxé de génocidaire, négationniste, ainsi de suite. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, comme je l'ai dit précédemment, c'est de pouvoir changer les choses par tous les moyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.